Bonjour Natacha Ray, merci d'accepter cet entretien pour le magazine Nexus. Alors, on t'a interviewé hier, l'interview a été publiée ce matin et aujourd'hui, c'était le grand jour, le jour des conclusions, du verdict. Voilà, dans ton affaire dans laquelle tu étais avec Amandine Roy, accusée de diffamation. La sanction était très très lourde. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu penses de cette sanction? Bonjour Marc. Eh bien, je ne suis absolument pas surprise puisque je m'y attendais. Malgré tout, dans mon état, ça a quand même été un choc, un de plus. Donc je suis condamnée à 8 000 € de dommages et intérêts envers Brigitte Macron, 5 000 € envers son frère fantôme, 500 € d'amende avec sursis d'amende pénale, plus 750 € d'amende civile pour la requête en récusation formulée par mon avocat la veille du procès, qui avait été donc refusée le jour du procès, plus 1 500 € de frais de remboursement d'avocat. Voilà, donc vous faites le total. Écoutez, ça fait beaucoup. Oui, mais être condamné par la Macronie, écoutez, moi je le prends comme une légion d'honneur. C'est un honneur, ça veut dire que je fais partie des vrais résistants, que je dérange vraiment le pouvoir. Vous savez, quand vous êtes condamné par cette justice tout à fait partiale, inéquitable, par 3 juges qui ont été nommés par Macron, écoutez, c'est une décoration, c'est une médaille pour mon combat de résistante. Je veux le prendre comme un honneur. Bien entendu, nous faisons appel, ça va de soi. Et écoutez, ce soir, c'est surtout la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté d'investigation qui sont bafouées dans une prétendue démocratie. Voilà. Qu'est-ce que ton avocat est-ce que tu as pu échanger avec lui et qu'est-ce qu'il a à dire de ce verdict? Alors, j'ai pas encore pu échanger longuement avec lui, puis j'ai eu beaucoup de coups de fil. En plus, j'ai aussi eu un malaise, etc. Donc, la journée a été un peu compliquée et agitée. Nous avons échangé quelques minutes. Donc, bien sûr que nous faisons appel. Et puis, il me dit de pas m'en faire et que de toute façon, on ne peut pas prendre au sérieux cette justice qui obéit simplement aux heures de pouvoir, qui n'est absolument pas impartiale. Voilà, c'est sans surprise, vous savez, moi je l'avais prévu, je pense que... Tu t'attendais à une sanction aussi lourde financièrement? Peut-être pas, non, peut-être pas, mais quand bien même il y aurait eu qu'1 euro symbolique de dommages et intérêts, nous serions allés en appel. Si vous voulez, c'est pas tant la condamnation en elle-même que le déni de mon innocence, le déni du sérieux de ces investigations, le déni d'un mensonge d'État manifeste, dont personne n'est dupe, et qui fait parler dans le monde entier, notamment aux États-Unis. On voit que ça a franchi l'Atlantique, Candace Owens et d'autres ont pris ce sujet à bras le corps. Donc c'est pas une petite affaire qui est restée dans des petits cercles de gens illuminés. Mais il y a énormément de contenu. Jamais une fake news n'aura fait un tel battage médiatique. C'est vrai qu'ils auraient pu, si c'était une affaire farfelue, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils laissent cette affaire dans les méandres d'Internet et que ça reste là-bas. Donc c'est vrai que ça pose question. Est-ce que pour toi, c'est comme un aveu d'avoir autant voulu te tenir tête et t'attaquer toi et Amandine Roy? Finalement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est un procès politique? C'est pour dissuader les prochaines personnes qui voudraient s'intéresser à cette affaire? Oh, mais ils savent que c'est peine perdue, ça ne dissuadera personne. C'est symbolique. Ils me font payer le fait d'avoir médiatisé cette affaire, puisque tout est parti de cette vidéo. Après, moi, je ne suis pas responsable du fait qu'elle a été énormément relayée sur les réseaux sociaux, et que les gens se la sont appropriés, on en fait ce qu'ils ont voulu, que ça se soit exporté. Voilà, ça a rencontré un immense succès.
que nous n'avions pas prévu, que nous ne pouvions pas prévoir à l'origine, parce que moi j'avais peur au contraire qu'il n'y ait pas assez d'auditeurs, que on continue de ne pas faire attention à cette affaire, hein, qui avait été publiée en partie dans une lettre confidentielle, et donc contre laquelle ils n'ont jamais porté plainte. Hein. Donc il y a une plainte, mais pour notre dossier, et étrangement pour celui-ci qui est le plus médiatique, hein, et qui leur a fait connaître leur plus grand succès, eh bien il n'y a pas de plainte, pas de procès, et bon voilà. Alors un acharnement que j'ai pu développer chez ton confrère Romain, hein, ce matin, donc je crois que voilà, hein, peux tout raconter de ce que je vis depuis maintenant plus de 3 ans. Donc on a jamais fait autant de bruit et pour une fake news. Est-ce que tu as été en lien avec Xavier Poussard justement? Donc il y a aussi ce travail qui a été fait dans cette lettre confidentielle, fait document, qui a lui tout sourcé, tout est noir sur blanc, l'enquête est basée sur des éléments quand même assez factuels. Est-ce que tu as été en lien avec lui? Bah bien sûr, puisque c'est lui qui a pris connaissance, qui m'a contacté pour prendre connaissance de mon enquête. Tout est parti de Richard Boutry, qui a pu découvrir mes travaux donc en avant-première, qui les a validés et qui a cherché un support pour les publier. Et donc il en avait parlé au directeur de Faits et Documents, et c'est comme ça que Xavier Poussard m'a contacté et a pris connaissance de mes travaux et était extrêmement emballé. Alors il faut dire que lui, il étudiait donc tout ce qui était publié sur le couple Macron, hein, mais il n'avait jamais soupçonné Brigitte Macron d'être transsexuelle. Hein. Il était bien loin de cette hypothèse. Il ne connaissait pas Jean-Michel Trogneux, il ne connaissait pas tout ce qui a fait le succès de cette affaire et qui a été repris en partie donc dans Faits et Documents, parce qu'il manquait des éléments de mon enquête, faute de place. Et puis mon enquête, elle ne s'arrête pas là, c'est que je l'ai poursuivie après, c'est que mon enquête, ce que j'ai pu dire dans la vidéo, c'était qu'une partie de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai bien d'autres preuves à charge, j'ai bien d'autres analyses qui en plus ont été validées par un historien que j'avais mis à disposition lors d'une interview chez la lanceuse d'alerte suisse Chloé Framery, donc que j'ai bien sûr dévoilé à Emmanuel Anison, qui m'a suivi pendant plus d'1 an, que j'ai remis à la justice. Il faut savoir que ce soit dans le procès de Caen en appel du couple Osière, ou que ce soit pour ce procès, bien sûr où je n'étais pas, hein, vu mon état de santé. Parce qu'on le rappelle, tu as des gros problèmes de santé et oui. tu peux pas te déplacer sur Paris pour ce procès, quoi. Voilà, quand on a un cancer métastasique, on est sous traitement, bien sûr, voilà, je pense qu'on a une raison légitime de ne pas se déplacer, quoi qu'en disent certains journalistes de Marianne, hein, qui prétendent que je me suis faite porter pâle. Vous savez, c'est très dur de lire ce genre de choses. Hein. Ouais, donc voilà, faut bien rétablir les faits. T'es vraiment physiquement diminué, t'as des maladies, tu peux pas du tout te déplacer. Est-ce que t'as pu la justice en a eu toutes les preuves. Sinon, bien entendu, il m'aurait envoyé la police ou les gendarmes pour pour m'emmener de force, me traîner de force au tribunal, parce que ma présence était obligatoire, sauf bien sûr raison de santé majeure, enfin quelque chose vraiment on va dire de très important, parce que là il fallait pas avoir justement une excuse bidon, hein. Mais selon certains journaleux, qui ne parlent absolument pas de mon cancer, hein. Il y a aucun journaliste dans la presse mainstream qui en parle. Je serais quelqu'un qui aurait fui ma responsabilité, alors que je suis allée au procès de Caen, j'avais déjà le cancer, ça m'avait épuisée, j'en ai été malade en rentrant. Ça a été une épreuve, extrêmement difficile. Oui, parce que c'est pas ta première procédure, en tout cas, non, celle qui te tombe sur la tête. Il y en a une autre. J'en ai eu 3 en tout. Il y en a une qui a été annulée par la justice, et puis il y a eu le premier procès
enfin le premier procès en première instance du couple Osière, qui devait avoir lieu à Lisieux, et où nous n'avons pas été présentes, puisque nous n'avons reçu, Amandine et moi, la convocation qu'un mois plus tard. Et notre avocate n'avait même pas été avertie. C'est une supercherie totale. Ouais. Bon, pour une affaire qui devrait être qu'une fake news, on voit les moyens déployés qui sont assez conséquents. Est-ce que toi, tu penses que le fait que Xavier Poussard n'ait pas été inquiété, comment tu interprètes ça, toi? Bon, déjà, il faut savoir que Xavier Poussard était déjà exilé au moment où je l'ai connu. Enfin, on s'est parlé au téléphone, à propos donc de mon enquête. Et je l'ai connu en juin. Il m'avait appelé, en juin 2021. Il vivait déjà en Italie, donc il s'est pas exilé par rapport à cette affaire parce qu'il aurait été persécuté. Alors, il avait des ennuis, apparemment, mais pas concernant cette affaire. Et la question a été posée lors du procès du 19 juin. Maud Marian a fait comprendre à Jean Enoki que c'était quand même bizarre de s'attaquer aux cibles les plus faibles, les plus vulnérables, alors qu'ils avaient une revue qui était quand même lue par des milliers de gens, qui, elle, ne subissait pas de poursuite judiciaire. Alors, même si Xavier Poussard est en Italie, je crois que le siège social est à Paris, l'imprimerie, il me semble, à Paris. Après, je suis pas au courant des détails. Je sais que le directeur, lui, est exilé en Suisse. Alors, mais il y a bien des collaborateurs, des employés qui travaillent pour Faits et Documents en France. Et donc, il n'y avait jamais eu de perquisition. Il n'y a rien eu. Alors, Jean Enoki a répondu que c'était une revue, une lettre tellement confidentielle que ça ne valait pas la peine de les attaquer et que comme notre vidéo, nous, avait fait 500 000 vues en 5 jours, après elle a été censurée parce que sinon ça... Mais elle a fait des milliers de vues, toutes plateformes confondues, puisqu'après elle a quand même été diffusée partout. Donc, oui. C'est le succès retentissant de cette vidéo qui a fait connaître cette affaire. Qui les a obligés, puisque la presse a parlé du phénomène qui se passait sur les réseaux sociaux, et ça les a obligés à réagir et donc à porter plainte. Cela dit, la plainte en diffamation de Brigitte Macron, elle a mis du temps à venir parce que je n'étais officiellement mise en examen pour diffamation qu'un an plus tard, en décembre 2022. Et j'avais été mise en garde à vue pour la seconde fois en décembre 2021, non sur plainte de Brigitte Macron, mais sur plainte de son cabinet. Donc les faits ont été vérifiés par la journaliste Emmanuelle Nison de l'Obs. Donc que personne ne vienne me dire que ce n'est pas vrai. Parce que vous savez, il y a toujours sur les réseaux sociaux ceux qui font circuler pour le coup de vraies fake news et qui disent que Natacha Ray raconte n'importe quoi, n'a pas fait de vraie garde à vue. Alors c'était une garde à vue, Emmanuelle Nison a pu vérifier les faits auprès du commissariat de ma ville. Ce n'était pas un interrogatoire, ça l'a été pour Amandine Roy. Par contre, elle n'a pas fait de garde à vue. Moi, j'ai fait 2 gardes à vue, dont une avec arrestation à domicile. Et donc, c'était une garde à vue. J'ai été fouillée, on m'a pris mon sac, on a pris mon téléphone, enfin tout, quoi, la vraie garde à vue. Et j'avais je n'avais pas d'avocat lors de la première et j'avais une avocate commis d'office pour la seconde. Donc là, ça s'appelle pas un interrogatoire. On est bien d'accord. Est-ce que tu penses que justement clairement donc, votre affaire avec Xavier en tout cas avec sa lettre confidentielle certes, c'est peut-être trop compliqué pour eux d'attaquer un journaliste. Peut-être plus facile de s'attaquer à vous deux, puisque Amandine et toi, vous n'étiez pas initialement journaliste, si je me trompe pas. C'était plus facile de vous dissuader et en tout cas de faire un exemple. Est-ce que tu penses que là vous avez touché à un des secrets d'État, un des secrets de la Macronie? Mais bien entendu. Mais je vous dis, ce qui nous ont fait payer, c'est la médiatisation de cette affaire. Tant que ça restait dans Faits et Documents, c'était confidentiel. Ouais. En fait, vous payez le succès de votre vidéo, quoi, finalement. C'est ça. Après, moi, j'ai cité Faits et Documents. Ils savaient que tout partait de moi, mais que ça avait été relayé dans Faits et Documents.
Et depuis, Xavier Poussard n'a pas arrêté de sortir de nouveaux numéros. En plus, où il reprend une théorie différente de la mienne, hein, que moi je ne valide pas du tout personnellement. Mais est-ce qu'on peut la développer, cette théorie, cette différence entre vous sur ces aspects-là? Bien, pour lui, il y aurait une véritable Brigitte Trogneux, ce qui est tout à fait possible, puisque vous savez, moi, je suis allée fouiller les archives du cimetière d'Amiens, où est enterrée la famille Trogneux. J'ai pu même m'entretenir avec le gardien. J'ai une amie aussi qui était allée sur place avant, donc on a eu confirmation, puisque la seconde fois j'étais avec Emmanuel Anison. Donc on a eu confirmation que des archives avaient disparu, tout ce qui était antérieur à 1999, sur l'emplacement des tombes, le nom des personnes décédées, enterrées, avait disparu. Donc on n'a pas retrouvé de tombe d'une Brigitte Trogneux, mais bien sûr que ça m'était passé par la tête et que j'ai voulu vérifier cette piste. Après, ils ont pu la faire disparaître puisqu'ils ont fait disparaître des archives, que le nom d'une personne décédée ne figure pas obligatoirement gravé sur une stèle. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'obligation légale, et que par exemple un petit cercueil ou une urne ont pu être ajoutés dans une tombe. C'est tout à fait possible, nous disait le gardien. Alors ensuite, qu'il y ait une Brigitte Trogneux qui soit décédée, on ne sait pas très bien à quel âge, ça c'est possible. Mais qu'elle soit la mère des enfants de Brigitte, qu'elle se soit vraiment mariée avec un André Trogneux, etc. Ça, je n'y crois pas une seconde, et je pense l'avoir suffisamment démontré. Il y a des pièces, mais vraiment à conviction, mais très intéressantes, hein, que j'ai remis au tribunal. Des preuves des analyses d'archives, des échos du Touquet, de la Voix du Nord, hein, qui sont indémontables, que Xavier Poussard ne veut pas accepter et qu'il met de côté, qu'il ne veut même pas relier, parce qu'elles ne vont pas dans le sens de sa théorie, qui est bien plus capillotractée pour le coup que la mienne. Alors qu'il dit que lui, et en plus, alors lui, il affirme, il va beaucoup plus loin, hein, il affirme que Macron n'est pas le fils de ses parents, serait certainement un fils Rothschild, ou je ne sais pas quoi, qu'il a été adopté par ses parents, alors que Macron, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ses parents, c'est le mix parfait entre les deux, et il faut quand même manquer sérieusement de sens de l'observation pour ne pas le voir. Donc là, si vous voulez, moi, alors ça pourrait m'arranger, hein, de rajouter ça en plus, mais non, Macron, il ressemble à sa mère, il a la même tignasse, il a le même nez, il a les mêmes yeux bleus, il a la forme de visage de son père, il a le même sourire. Alors après, je rappelle que Xavier Poussard, hein, n'avait pas vu que Brigitte Macron avait un sérieux problème physique, et qu'il n'avait pas vu qu'elle, voilà, hein, il avait rien vu, il n'avait pas vu la ressemblance flagrante avec Jean-Michel, mais maintenant, voilà, il dit que ma thèse ne tient pas la route, que ma thèse est capillotractée, que en aucun cas les osières maintenant ne sont mouillés dans cette affaire, alors que je peux vous assurer que ils sont des acteurs majeurs de cette imposture qui couvre vraiment un mensonge d'État, que Jean-Loup est impliqué jusqu'au bout dans cette affaire, a prêté son image à la photo de mariage truquée, qui n'est même pas une photo originale, puisqu'ils sont incapables de sortir la photo ou les photos originales du mariage. Donc voilà, moi vous m'interrogez, c'est toutes ces anomalies. Ce qu'il en est. Maintenant, oui, c'est ça. C'est que dans cette affaire, il y a plein d'anomalies, de trous, d'éléments anormaux, biographiques, etc. Même dans les documents que toi t'as allé chercher, t'as demandé. En fait, il y a, peu importe finalement. On aimerait bien connaître le fin mot de l'histoire et connaître. Mais oui, et personne ne peut savoir. Hein. Comment savoir, c'est ce que j'allais dire, comment savoir, toi, comment tu peux, est-ce que tu continues ton travail d'enquête? Est-ce que tu vas publier d'autres choses? Est-ce que tu as les moyens de poursuivre ton travail? Tu sais, Marc, ni moi, ni Xavier Poussard, ni personne n'a les moyens de connaître vraiment tous les tenants et aboutissants de cette affaire. On ne peut que spéculer. Moi, j'apporte quand même des preuves concrètes et comme je te le disais, j'ai d'autres arguments depuis la vidéo.
hein, bien sûr. Maintenant, Ouais. moi, je suis malade. J'ai voilà des dossiers médicaux, des choses, voilà, des dossiers pour la MDPH. Je vis entre les dossiers médicaux et les dossiers juridiques, donc c'est pas évident. Là, je peux plus mener d'enquête, puis je peux plus prendre le risque de publier quoi que ce soit, puisque de toute façon, il me tomberait immédiatement dessus. Ouais. Hein, voilà, moi, je suis en plein dans le collimateur à fond. Ouais. Donc là, c'est pas la peine de prendre des risques inutiles. J'ai assez de de procédures comme ça. Maintenant, des dossiers très complets ont été remis à la justice, qui sont aussi épais qu'un livre. Et la justice n'en tient. Le problème, c'est le blocage avec la justice, qui n'a que de nom de justice. Donc là, toi, par rapport à la décision du jour, cette condamnation, donc tu as fait appel. Bon, très certainement, ça va prendre encore plusieurs mois avant que ça puisse aboutir. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? C'est-à-dire que si l'appel ne t'est pas favorable, est-ce que tu iras en cassation? Mais bien entendu, on est allé en cassation pour l'affaire Ouzière. D'ailleurs, voilà, hein, on est toujours en cassation. On n'a toujours pas eu la réponse. Là, j'ai plein de documents envoyés. J'ai pas pu le faire aujourd'hui. J'ai 1 kilo de documents envoyés à la Cour de cassation, d'observation de mon avocat, de courrier, puisque j'ai eu un retour et que c'était très enfin, la rapporteuse disait qu'elle allait mettre un avis défavorable à l'avocat général chargé de transmettre notre pourvoi et notre mémoire au président de la Cour de cassation. Donc bien sûr, là aussi tout est joué d'avance et je le savais depuis le début. Mon avocat était bien plus optimiste que moi. Et pourtant, tu continues de te battre. Mais parce que on va pas accepter une décision. Et surtout, tu n'as rien à gagner en fait dans cette histoire. Finalement, tu as que des emmerdes. Pour l'instant, je n'ai gagné que des emmerdements, effectivement, et puis un cancer. Maintenant, je sais qu'un jour cette affaire éclatera. Je crois que tout le monde le sait. Je suis pas la seule à en être convaincue. Et ce jour-là, c'est à moi qu'il faudra rendre des comptes, parce qu'en plus moi j'ai été diffamée, traînée dans la boue par l'ensemble de la presse et des médias, qui n'ont jamais parlé des persécutions disproportionnées que j'ai subies pour soi-disant une simple rumeur, une simple fake news. Donc oui. Ça aurait été le minimum. Et certains partis politiques, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, n'importe qui, auraient pu s'en servir contre la Macronie. Pourquoi, selon toi, aucun politique ou parti politique n'a pu reprendre ce travail pour faire éclater la Macronie? Parce qu'ils sont idiots. Ils auraient pu au moins se servir de la disproportion des persécutions que j'ai subies, qui ont quand même été dénoncées dans le livre d'Emmanuelle Anison, même s'il est un peu tardif, et dont elle n'a absolument pas parlé d'ailleurs sur les plateaux télé et radio. Moi, j'aurais aimé qu'elle le fasse, et voilà. Donc, mais il faut pas attirer la compassion et la sympathie à mon encontre. Mais des partis tels que l'extrême gauche ou l'extrême droite auraient pu dénoncer ces violences que j'ai subies pour une simple rumeur, une simple fake news sans la moindre importance, qui selon eux n'a pas la moindre crédibilité. Donc pourquoi une telle disproportion? Pourquoi un acharnement comme ça, jusqu'à me provoquer de graves problèmes de santé? Pourquoi des arrestations à domicile avant que l'affaire ne soit médiatisée? Pourquoi des gardes à vue? Pourquoi des menaces sur ma vie? Pourquoi des menaces, des coups de fil anonymes? Pourquoi un drone devant la fenêtre de ma chambre? Pourquoi un harcèlement des huissiers? Pourquoi une saisie d'iPhone qui, en plus, dont on m'a forcé à signer l'autorisation d'exploitation alors que je ne le voulais pas et que j'étais en droit de la refuser? Pourquoi presque 3 ans et demi après ne m'est-il toujours pas restitué et m'a-t-il été volé? Donc tout ça, ils auraient pu et les féministes aussi auraient pu prendre ma défense. On s'acharne sur une femme seule, malade et tout.
qui n'aurait commis comme délit que de soupçonner Brigitte Macron d'être un transsexuel. Enfin bon, alors que tout ça en plus part d'un véritable travail tout à fait crédible. Si c'est repris aujourd'hui aux États-Unis, bon c'est que c'était pas une rumeur comme ça sans fondement lancée pour essayer de déstabiliser l'État. Enfin il en faut plus. Vous savez, jamais une fake news comme ça n'a fait autant de bruit, n'a fait le tour du monde. Avec à la clé quand même des documents, une enquête. Enfin, c'est pas juste une rumeur sur sans argumentation. C'est pas une simple émission que vous avez faite avec Amandine qui se base sur rien. C'est vrai qu'il y a des éléments, il y a énormément de choses dysfonctionnelles, troublantes, anormales, des faits, des documents que vous avez publiés, et puis cette décision du jour qui vient un petit peu attester du fait qu'ils prennent ça très au sérieux. Et surtout que les deux accusateurs ne se sont pas présentés au tribunal, ne pouvaient pas être interrogés. Et donc, et même si j'avais été en état, moi, de m'y rendre, sachant qu'on m'a volé ce procès, qu'on a refusé de le reporter pour raison de santé grave, alors qu'on a fait repousser celui de l'animateur télé Stéphane Plaza parce qu'il aurait des problèmes psychologiques. Et là, c'était pour des faits autrement plus graves que du délit. C'était des violences conjugales. Donc déjà, on voit le deux poids deux mesures de cette prétendue justice de parodie. Voilà. Donc. Qu'est-ce que tu aurais dit toi aujourd'hui si tu avais pu te rendre au tribunal? Mais déjà, moi, j'aurais aimé pouvoir interroger Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, mais ça n'aurait pas été possible. Ensuite, j'aurais demandé des preuves de l'identité réelle de Jean-Michel Trogneux et autre chose qu'une photocopie de carte d'électeur, parce que c'est ce qu'ils ont fourni et c'est ce qui a été validé par la justice et ce qui me fait condamner. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ahurissant. Donc ils ont pour simple défense, pour simple preuve de leur défense, apporté la copie de la carte d'électeur de Jean-Michel Trogneux, quoi. Et les deux. Et alors en plus ça n'a même pas été ajouté aux pièces, vous savez, les pièces à conviction que l'on a reçues un jour avant le procès. Ça a juste été agité par Jean Enoki, l'avocat de Brigitte, pendant le procès, en disant voilà la preuve. Puis ça, cette carte d'électeur, elle n'a pas été fabriquée par la CIA. Bon, vous voyez. En plus, moi, j'ai jamais parlé de CIA. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont été, on va dire, arrangées par les services de renseignement français. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la CIA. Non, mais c'est totalement surréaliste. Que leur présence n'ait pas été obligatoire, qu'ils aient fait procès commun. Alors, le frère et la sœur ne marchent qu'en binôme. Donc ils font le même procès pour les mêmes propos. Alors c'est-à-dire que Jean-Michel, si vous voulez, il me poursuit pour les mêmes propos que sa sœur. Donc il se sent concerné quand je parle de détournement de mineurs, puisqu'en fait on ne parle pas du tout de transsexualité dans ce procès. C'est le plus ahurissant. C'est que je suis poursuivie pour 18 extraits de discours qui n'ont aucun rapport avec la transsexualité supposée de Brigitte Macron, qui sont des propos périphériques de la seconde partie de l'émission, puisqu'ils ont zappé la première partie, parce qu'on avait publié des photos, les analyses de photos, des documents, tout ça, ils l'ont zappé. Alors, en fait, mes propos, ils sont même pas étayés par les preuves qui étaient diffusées, et qui ont été aussi largement diffusées par la suite. Donc, vous voyez comment on manipule les choses. Bon, ça, il n'y a pas un seul journaliste du système, un seul journal grand public qui est relais. Eux, ils diffusent tous la même dépêche AFP. De toute façon, ils ne sont bons qu'à ça. On n'a plus de journalistes en France, hormis dans des circuits alternatifs. Alors, comment, selon toi, comment ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent t'aider, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider? Voilà, maintenant, il y a eu cette condamnation. Est-ce que des gens peuvent éventuellement t'apporter un soutien? Est-ce qu'il y a un site internet? Comment les gens peuvent prendre contact avec toi? Oui, alors j'ai beaucoup de soutien moral. Je reçois énormément de courriers, énormément d'emails, et pas que de France, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie. C'est même incroyable. Voilà, donc je ne manque pas de soutien moral. J'ai des amis présents aussi. Par contre, voilà, il serait bien de m'aider, bien sûr financièrement, pour les frais de justice et les frais médicaux alternatifs. Il faut savoir que
bon, quand on est atteint de cancer avancé, on trouve pas forcément de solution adéquate en France et il faut aller se soigner à l'étranger, là aussi, hein, parce qu'en France, tout est interdit. Donc, il faudrait que je puisse retourner au mois de novembre dans un centre anti-cancer à Kiel, en Allemagne. Donc, c'est très cher, hein, c'est plusieurs milliers d'euros, les 5 jours de traitement. Il faut ajouter à ça les frais d'hébergement, les frais de transport, etc. Il y a aussi tous les compléments alimentaires que je dois acheter chaque mois qui me reviennent à des centaines d'euros. Je suis extrêmement fatiguée, et je souffre. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. T'es vraiment dans un mode de survie. Voilà. T'es vraiment en survie depuis un moment. Ouais. Exactement. Vous savez que bien entendu, tous ces procès, les appels, les cassations, tout ça, c'est pas gratuit. Les frais d'huissier, c'est pas gratuit, parce que là, je vous annonce que le procès en appel, il risque d'être rock'n'roll, hein, bien plus que le premier, parce que là, mon avocat compte faire citer à comparaître toute la famille Trogneux, Osière, encore en vie. Donc là, ça va me coûter très cher puisque c'est pas gratuit, hein. Il faut envoyer un huissier, porter une convocation. On est sur quel ordre de grandeur tout ce que tu as dépensé pour tes frais de justice jusqu'à mais c'est des milliers d'euros, hein, voilà. Donc et puis plus là la condamnation, 13 000 euros. Mais là ça va être suspendu. Donc là je vais pas c'est suspendu avec l'appel. Voilà. Là je vais pas avoir à la payer immédiatement, c'est suspendu. Et on attend la décision donc de la cour d'appel. Alors après, on ne sait pas si le procès en appel va avoir lieu aussi rapidement que lorsque on a fait appel dans le procès Osière. C'était trois mois plus tard. Là, peut-être que ça risque d'être un peu plus long sur Paris. Et bien sûr, après, nous irons en cassation. Nous allons bien sûr utiliser tous les recours possibles. En tout cas, oui, peut-être que nous finirons devant la Cour européenne des droits de l'homme. Non, oui, parce que ce qui est insupportable, n'est pas acceptable. S'acharner sur une femme malade à qui il reste peut-être que 2 ans de vie, hein, selon les médecins, refuser le report du procès alors que j'avais une raison extrêmement valable et le faire en plus avancer, c'est d'une violence inouïe et tout ça de toute façon se paiera un jour, hein. Et que ce soit devant la justice de ce pays ou devant Dieu, mais de toute façon il faut bien se dire que tout ça se paiera un jour et moi je préfère encore être à ma place qu'à la leur. En tout cas, on ne manquera pas de suivre la suite de cette affaire, de ces condamnations, de l'appel. On va mettre évidemment tous les éléments dans la description de cette vidéo pour que les gens puissent te suivre, te soutenir. Et puis, j'espère qu'on pourra très très bientôt avoir les tenants et les aboutissants de ton enquête. En tout cas, je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'on est vraiment sur un procès politique. Si c'était qu'une rumeur, ils auraient dû le laisser vraiment tel quel. Et je pense qu'ils ont voulu faire un exemple, en tout cas pour dissuader les autres de poursuivre ce boulot. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cet entretien ? J'ai pas grand-chose à rajouter à part te remercier, Marc. Voilà. Donc là, Nexus m'a donné la parole hier soir. C'était enregistré hier soir et aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup de votre soutien et de vous pencher sur cette affaire. Parce que je crois que là, oui. Non, j'avais une petite parenthèse, hein, je te laisserai terminer, mais c'est une affaire qui pouvait paraître au départ anecdotique et c'est vrai un petit peu surprenante pour nous journalistes qui n'étions pas du tout familiers de ce sujet. Et en creusant, force est de constater, en tout cas pour nous, que là où tu as mis le doigt, il y a énormément de choses anormales et énormément de choses factuelles qui méritent une réelle enquête. Voilà.
Et nous serions en droit de demander des comptes à la justice, d'ordonner une enquête sur Brigitte Macron, sur son passé, sur son frère. Mais bon, c'est peine perdue. Enfin, en tous les cas, tant que Macron sera en place, c'est peine perdue. Mais peut-être que quand il n'aura plus l'immunité présidentielle, tout ça sortira. C'est très possible. En tout cas, on croise les doigts, on espère que tout ça va se dérouler pour le mieux, pour la vérité, pour toi, pour tous les lanceurs d'alerte aussi, qui font leur boulot malgré les difficultés de cet État, voilà, qui devient de plus en plus totalitaire et qui empêche aux citoyens de faire leur job, aux journalistes, et qui prennent des peines. Bon, on est sur une peine qui est ahurissante vis-à-vis de ce qu'on te reproche. Totalement disproportionné, encore une fois. C'est ça. En tout cas, je te remercie pour cet entretien court, mais qui vient faire la suite de cette condamnation du jour. Et j'espère en tout cas qu'on pourra se reparler très vite. Ouais. Ben, merci à toi, Marc. Merci. À très bientôt.